Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié à un sujet à la fois sensible et crucial dans la compréhension de l'histoire et de la dynamique politique du Bénin, les assassinats politiques. Au fil de ces dernières années, ces événements tragiques ont profondément marqué l'évolution du pays, affectant la stabilité des institutions, la confiance des citoyens envers leur gouvernement et dans certains cas, la trajectoire même de la démocratie. Le Bénin, souvent salué pour sa stabilité relative et sa transition pacifique vers la démocratie dans les années 90, n'a pas été épargné par des périodes de tension et de violence politique. Les assassinats politiques, qu'ils soient orchestrés dans l'ombre ou éclatants, sont souvent le reflet de luttes de pouvoir complexes, de conflits d'intérêts, voire d'influences étrangères. Ils révèlent les fragilités institutionnelles et les tensions sous-jacentes qui peuvent exister dans des sociétés en apparence pacifiées. Aujourd'hui, il est essentiel d'analyser ces événements, non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour en tirer des enseignements pour l'avenir. Ce webinaire est une opportunité unique de revenir sur ces épisodes sombres, d'évaluer leur impact sur le présent et d'explorer des moyens de renforcer les mécanismes de protection de la vie politique au Bénin. Durant cette session, nous aurons l'occasion d'entendre des experts, des journalistes, des juristes et des analystes politiques qui nous aideront à déchiffrer les enjeux sous-jacents à ces assassinats, leurs causes profondes et les conséquences qu'ils ont eues sur la société béninoise. Nous espérons que cette discussion nous permettra d'approfondir notre compréhension de la solution de la situation politique du Bénin et des dynamiques qui sous-tendent les assassinats politiques, tout en ouvrant des pistes de réflexion sur la manière de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Sans plus attendre, je voudrais vous inviter à reconnaître sur cette plateforme virtuelle la présence de nos panélistes. Je vais nommer l'ambassadeur Omar Aouna. Il est membre du conseil d'administration de l'Advocacy Foundation for Human Rights, vivant à Washington, D.C. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur Panou, et merci aux panélistes, mais aussi à ceux qui nous écoutent. Nous avons également sur ce plateau Maître Fatih Ousmane. Il est avocat au barreau de Dijon. Maître Fatih Ousmane, bienvenue. Bonjour Monsieur Panou, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation de participer à ce webinaire. Sur ce plateau virtuel, nous avons en liaison le journaliste Marcel Zoumenou et les journalistes d'investigation aux médias, au magazine Le Patriote au Bénin. Monsieur Zoumenou, merci. Merci Vital et je rectifie le Patriote, c'est un quotidien qui paraît à Cotonou. Le quotidien. Voilà, Merci. merci, absolument. En tout cas, nous attendons et nous espérons d'ici à là l'arrivée sur ce plateau d'un confrère à vous, Monsieur Zoumenou, un confrère à vous. Je vais nommer Vigile Arancet, journaliste à Crystal News, une radio en ligne qui doit nous rejoindre dans un instant. Je ferai la modération de ce webinaire avec mon ami Jules Josso. Jules, bonjour. Oui, bonjour Vital et bonjour à tous les panélistes qui ont accepté de participer à cet événement. Merci aussi d'ailleurs pour l'introduction qui a vraiment planté le décor sur
l'événement. Je voudrais aussi saluer déjà tous les internautes qui vont suivre le direct ou qui prendront le train en marche sur nos différentes plateformes. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole pour pouvoir commencer cet événement. Oui. Alors voilà, merci Jules, merci à chacun, l'ambassadeur Omar Aruna, Maître Fatio Ousmane qui est là, Maître Zoumenou qui est, pardon, Monsieur Marcel Zoumenou qui est là. Nous avons des invités qui sont également sur le webinaire avec nous et bien évidemment, nous avons plusieurs dizaines d'internautes qui nous suivent de la diaspora, ici aux États-Unis, en France, partout en Europe, en Amérique, bien évidemment en Afrique et au Bénin particulièrement. Nous voulons aujourd'hui parler donc des assassinats politiques. C'est un fait indéniable aujourd'hui. Nous allons suivre un fil conducteur qui nous permettra de remonter à ces assassinats et de parler aussi des perspectives. Alors, nous allons, dans un premier temps, parler, si vous le permettez, des raisons, des motivations et des objectifs du rapport. Voilà un rapport qui a été élaboré sur les assassinats politiques au Bénin, les assassinats, en disant, extrajudiciaires au Bénin. Avant d'aller à l'intérieur même de ce rapport, moi, je voudrais vous demander, Monsieur l'ambassadeur Aouma, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration, le travail sur ce rapport sur les assassinats au Bénin? Merci beaucoup, Monsieur Panou, et encore une fois à nos amis qui nous écoutent. Pour moi, c'était important parce que si vous vous rappelez, en 2019 et en 2021, il y a eu des troubles dans notre pays et des troubles qui étaient dus aux élections. Et ce qui était certain et ce qui a été diffusé partout dans le monde, c'était qu'il y avait eu des tueries au cours de ces événements. Mais au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en parle. Entre-temps, il y a eu une amnistie. Donc, c'est important parce que après tout, ce sont des gens qui sont morts, ce sont des êtres humains, ce sont des compatriotes qui sont morts, mais qui sont morts sous les balles de nos forces armées. Et dans la foulée, comme je le disais, il y a eu une amnistie et c'est comme si ça ne s'est jamais, que rien de tel ne s'est produit. Et nous savons que dans le peuple ou bien euh, dans pour qu'on n'arrive plus jamais à ce niveau, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc, c'est le contexte dans lequel c'est pour ça que nous avons diligenté cette enquête, pour que ceux qui sont tombés sous les balles de nos forces armées et ne soient pas oubliés, mais surtout que le peuple béninois sache que, comment dirais-je, son armée a tué des gens et ces gens ont des familles, ce sont des hommes, ils ont des faces, ils ont des noms. Et donc, c'est au fait un peu, de mon point de vue, ce qui a vraiment été l'élément déclencheur pour mettre en exergue ce rapport. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je dirais que quand on aurait fini avec ce rapport, vous allez connaître le nom de 25 personnes qui ont été tirées, la plupart dans le dos, par des hommes en tenue, et ceci sur ordre de ceux qui nous gouvernent. D'accord. Et Monsieur Marcel Zoumenou, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez travaillé sur ce rapport, hein, de bout en bout sur ce rapport. Quels sont, selon vous également, en rajout à ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les motivations réelles de ce rapport sur lequel vous avez travaillé? Merci, cher ami Vital. Et je dois dire que la première motivation à mon niveau, moi, c'est une motivation professionnelle. Une motivation professionnelle en ceci que le sujet était intéressant. Le sujet était intéressant pour quelqu'un comme moi qui s'adonne à l'investigation. Et en dehors de ça, j'étais également préoccupé, comme l'ambassadeur, à faire la lumière sur tous ces crimes-là. Et dans ma langue, on dit souvent
ils me remettent bon autre. Donc, on ne peut pas tuer et ça va passer en perte et profit. Il fallait faire la lumière sur ça. Mm. Parce que le gouvernement, lui, n'a pas peut-être intérêt à ce qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Et donc, pour moi, c'était les deux objectifs. Là, le troisième, c'est que ce rapport, cette enquête vient à la suite d'une autre qu'on a faite l'année dernière, toujours sur le soutien et la demande de l'ambassadeur Aouna sur les prisonniers politiques. Et, et je crois que les résultats qu'on a eus, l'impact que ce rapport a eu, me motive à encore faire ce second rapport. Je dois rappeler que le rapport sur les prisonniers politiques, et en octobre dernier, quand on publiait le rapport, en octobre ou novembre, je peux peut-être me tromper, on était à 89 prisonniers quand nous on a fait notre rapport. Mm. Aujourd'hui, nous sommes à 11. Et donc, je crois que quelque part, ça a eu un impact positif parce que ce que nous, on voulait, c'est que ceux qui étaient arrêtés soient libérés. Aujourd'hui, presque tous les prisonniers politiques sont libérés, sauf ceux qui sont dans le dossier, les 5 qui sont dans le dossier de Rekia Madougou, les 3 qui sont dans le dossier de Joël Aïwa et 3 autres personnes qui sont très connues. Il y a le général Faletti, et il y a monsieur, il y a 2 autres dont j'oublie les noms, ça va peut-être revenir tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est une satisfaction. Et ça m'a motivé à faire ce deuxième travail en espérant que ça puisse amener le gouvernement lui-même à faire la lumière ou bien une organisation internationale a fait la lumière sur ces crimes. Je rappelle que ce sont des crimes. C'est vrai que quand on a lancé le rapport, et quand les gens ont vu les flyers sur les réseaux sociaux, beaucoup de juristes m'ont interpellé sur les nuances des mots, les nuances des terminologies, meurtre, assassinat, crime. Certains trouvaient que c'était fort de dire que c'est des assassinats. Mais quand on observe très bien, on dit qu'un assassinat, et Maître Fatou viendra nous préciser cela, c'est un crime prémédité. Et donc, je crois bien que ceux qui ont tiré sur les petites populations avaient commis des actes prémédités. Donc, on peut bien dire qu'il y a assassinat. C'est vrai que c'est un autre débat que peut venir après, mais moi, je crois personnellement que c'est des assassinats. Et donc, on en a recensé 25. Dans le débat, on va faire la lumière sur les cas. Merci. Si je Merci. peux, Monsieur Pano, si vous pouvez me permettre d'intervenir rapidement pour un peu rajouter à ce que Monsieur Zoumenou vient de dire. Je dois d'abord dire qu'il faut le féliciter pour le risque qu'il a pris quand il est allé sur le terrain avec ses équipes pour faire les investigations. Ça n'a pas été facile. Dans l'exercice de ce webinaire, vous verrez vraiment que ça n'a pas été facile sur tous les points. Et je crois qu'un rapport qui devrait prendre peut-être quelques mois a duré presque plus de 6 mois. Dans cet état de... maintenant, il faut dire que M. Zoumenou a dit que c'est à la suite d'un rapport qui était le premier rapport qui était au fait la libération, enfin, les prisonniers politiques après les événements du Bénin. Mais je dois rappeler effectivement que M. Zoumenou et moi avons travaillé sur 2 rapports, effectivement. Ces 2 rapports, c'est celui des prisonniers politiques et ce dernier qu'on est en train de lancer. Mais par contre, personnellement, il y avait un tout premier rapport qui n'était pas peut-être, où on n'a pas associé M. Zoumenou, parce que ce rapport et ces investigations, c'était sur, au fait, les crimes économiques au Bénin. Et quand je parle de crimes économiques, c'est les crimes économiques qui ont été perpétrés par le plus haut responsable de notre pays, le président Patrice Talon. Et cette enquête a été, au fait, commanditée
par certains de certaines personnes, dont moi-même, mais cette enquête a été, comment dirais-je, confiée à une équipe qui est basée à Londres, une équipe d'investigation criminelle, et c'est ça qui a produit le rapport Magnitsky. Donc, de mon point de vue, il y a une série de 3 rapports que nous avons mis sur la place publique qui est, au fait, qui doit servir de mémoire à nos populations. Donc, il y a le premier rapport, qui est le rapport sur les crimes économiques du Bénin, qui ont été commis par le président Patrice Talon et ses chroniques, comme on le dit en anglais. Et après ça, il y a l'enquête sur, comment ça s'appelle, les prisonniers politiques et ce dernier rapport qui sur les assassinats. Ces 3 éléments constituent des crimes contre l'humanité. Et parce que les 3 éléments, les crimes économiques, les crimes de droits de l'homme et les meurtres constituent des crimes contre l'humanité. Et dans ce contexte, il faut que chacun sache que ces crimes sont imprescriptibles. Donc, ces crimes ne peuvent pas juste passer sous perte de profit et ces crimes ne peuvent pas juste être absous par une amnistie que le président de la République a eu à prendre, parce que c'est des crimes contre l'humanité. Donc, ceci dit, j'aimerais bien que ce soit clair pour tout le monde. On ne fait pas ceci juste pour juste mettre des informations là-bas, mais c'est une archive, c'est des mémoires, parce que tôt ou tard, quelqu'un aura à répondre de ces éléments, de ces crimes-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et je vais laisser la parole aux autres. Merci. Merci. Avec cela, je crois que Jules a des questions certainement à poser à nos panélistes. Merci beaucoup. Mais avant, je voulais signaler que le journaliste Vigile Avancé nous a rejoint sur ce panel. Donc, il va participer aussi à l'analyse des faits qu'on va évoquer tout au long de cette émission. Donc, on a parlé de crimes, on a parlé de tueries, on a parlé aussi d'assassinats. Mais pour les gens qui nous suivent, qui ne suivent pas l'actualité politique au quotidien au Bénin, Maître Fatih Ousmane, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu dans quelles conditions ces assassinats ont été opérés? Bonjour Jules, bonjour à tous. Alors, avant de répondre à votre question, mais très clairement, j'ai parcouru ce rapport et je voudrais saluer le travail d'investigation de Marcel Gimeno, qui a fait un travail approfondi, détaillé, et qui, pour la première fois depuis plusieurs années, nous a permis de faire ce qu'on appelle la visibilisation des victimes. Jusque-là, on avait des chiffres plus ou moins confus, plus ou moins précis. Et pour la première fois, les victimes sont enfin connues, identifiées. On a une histoire. On sait d'où ils viennent, on sait qui sont ces gens, on sait ce qu'ils représentaient pour leur famille, on sait ce que leur perte a entraîné pour leur famille, et on sait surtout ce que le régime a mis en place pour empêcher que ces histoires apparaissent au grand jour. Et ce rapport-là, pour la première fois depuis que je lis des rapports sur les exactions en matière de droits de l'homme au Bénin depuis 2016 ou 2019, eh bien ce rapport-là a au moins le mérite de rompre l'invisibilité ou l'invisibilisation des victimes. Et pour cela, rien que pour cela, bravo à Marcel et bravo à l'ambassadeur pour cette initiative. Et je pense que c'est vraiment très important. J'ai entendu tout à l'heure la petite musique que certains ont voulu lancer dans les oreilles de Marcel Gimeno par rapport à la notion de crime, de meurtre ou d'assassinat politique. Je ne vais pas rentrer dans ce débat sémantique. En réalité, je vais vous donner 2 preuves de ce qu'on peut et on doit objectivement, intellectuellement et sans aucune contestation possible parler d'assassinat. Je vous renvoie aux déclarations. La première, c'est celle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Aguilar-Lucie, qui a dit que le chef de l'État, lorsque les incidents ont éclaté à Kadiaoun, à Kilibo, à Dassa, à Savé ou ailleurs ou à Parakou, a donné l'ordre de tirer à balles réelles. L'intention de tuer, elle existait.
l'intention et la préparation de l'acte de mort et d'homicide sur nos compatriotes existe. Ça s'appelle une préméditation de l'acte de mort. C'est un assassinat politique, absolument, c'est un assassinat. La volonté de mettre en œuvre non pas des actions de sécurité publique ou de s'assurer de ce que l'ordre public va être respecté, n'a pas été mise en avant. On a parlé de neutraliser au risque de leur vie des citoyens qui manifestaient pour la seule chose qui nous apporte, c'était le débat. Ça, c'est la première preuve de ce. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas Marcel Duméry, c'est pas Vital Panot, c'est pas Jules Josso. Ce sont les autorités béninoises au plus haut niveau. Hein, c'était quand même le ministre des Affaires étrangères qui s'adressait aux ambassadeurs qui le disait. Et l'autre deuxième preuve, c'est aussi une déclaration d'un haut responsable de l'époque, c'est M. Sakalafia, qui a dit et qui a menacé de manière explicite tout contrevenant dans son esprit à la loi de multifracture ou de polyfracture. Je ne sais pas si ces déclarations sont encore présentes à vos oreilles et dans vos mémoires. Et de mon point de vue, ces éléments-là ne viennent pas contredire l'idée de l'assassinat. Donc, ne jouons pas à ce jeu-là. Le terme et la notion d'assassinat politique ou de crime de masse, on peut aller même plus loin hein, dans l'analyse, est parfaitement justifié et le recours à cette notion-là ne me choque nullement. Donc voilà ma réponse par rapport à cette polémique et je salue encore une fois de plus l'initiative et le fait de pouvoir enfin avoir un rapport qui retrace les nombreux cas d'exactions qui ont été commises avec pour seul but de rompre toute résistance et d'empêcher toute mobilisation populaire. Vigile avancé, est-ce qu'on peut rappeler un peu à l'opinion dans quelles conditions ces assassinats ont été perpétrés? Alors, je vous remercie tous et je présente mes excuses. Il semble qu'on ne s'est pas bien compris entre heure de Paris et heure de Cotonou. Moi, j'étais allé plutôt heure de Cotonou. Voilà, donc ceci étant dit, effectivement, je crois que ce n'est pas rien, n'est-ce pas, de spécifier les terminologies, de clarifier les terminologies assassinat politique ou tuerie à l'occasion des événements politiques. D'autant que, de mon point de vue, aujourd'hui, on n'en est pas encore à des assassinats politiques au Bénin. Qu'est-ce que j'appelle assassinat politique? C'est cibler des figures en bonne et due forme, des figures politiques, n'est-ce pas? Et avoir leur tête et les tuer, les mettre à mort. Je crois que c'est une phase, comme on voit également dans certaines actualités, dans des pays où on a des pouvoirs totalitaires, des pouvoirs c'est pas trop fort, n'est-ce pas? Mais de mon point de vue, les événements des législatives, vous parliez tantôt de clarifier les contextes, donc c'était à l'occasion donc des législatives de 2019 et avril 2019 et de la présidentielle de 2021. Et donc, il s'agissait, n'est-ce pas, des résistances à l'organisation des élections exclusives, des élections qui n'intégraient pas, n'est-ce pas, tous les partis qui ne se passaient pas. C'était une première fois au Bénin où on voyait une élection qui excluait carrément une partie. Quand je dis une partie, on sait qu'en compétition électorale, en démocratie, en toute démocratie normale, on va dire, c'est, disons, le pouvoir contre l'opposition. Donc, pour la première fois, le pouvoir, c'est-à-dire un seul camp, avait décidé d'aller aux élections envers et contre tout et avait utilisé les lois, n'est-ce pas, qu'ils avaient pris soin de concocter ou le contexte qu'ils avaient œuvré à ce que cela soit ainsi pour aller à des élections. Avec en face l'opposition des populations, notamment des partisans d'un camp, et donc qui ont été violentés, qui ont été tués
ce qui est une première également au Bénin. Donc, moi, je distingue cela d'assassinat politique. On parlera d'assassinat politique, si vous voulez. Bon, si vous voulez, hein, peut-être globalement, on pourra parler de cela, mais d'ordinaire, quand on parle d'assassinat politique, c'est qu'on a ciblé des figures, n'est-ce pas, des acteurs politiques bien connus, de partis politiques, qu'on tue au nom d'une cause politique ou des querelles politiques. Cela ne veut pas dire que, eh bien, ceux qui sont morts à l'occasion de ces événements-là sont moins importants que des leaders politiques qui auraient été tués dans le cadre d'un assassinat ou des assassinats politiques. Et donc, moi, je ne peux que remercier à mon tour, n'est-ce pas, mon confrère, mon excellent confrère Marcel Zoumenou pour ce travail qui vient compléter, n'est-ce pas, tout ce qui avait été fait dans ce cadre-là, parce que la particularité de ce sujet est que, si vous vous souvenez très bien, par exemple, à l'issue, si je me trompe, hein, de l'élection présidentielle de 2021, les journalistes des chaînes internationales, notamment RFI et TV5 Monde, je crois, ou France 24, non, France 24, étaient arrivés à Cotonou. TV5. C'était TV5? Non, c'était France 24. D'accord. C'était France 24 et RFI qui sont arrivés à Cotonou, ont pris le chef de l'État, n'est-ce pas, en interview, et il les mettait au défi de prouver qu'il a eu, n'est-ce pas, des morts à l'issue de cette élection, de ce scrutin-là. Alors que, et c'est là où vous avez peut-être raison de confondre, TV5, tout au moins, avait à l'occasion fait un reportage où il nous a été montré, un reportage qui a été viral, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, une dame dont la tête avait été pulvérisée, s'il vous plaît, à Banté. Et ça avait circulé, c'était sur TV5. Et donc, quelques jours après, le chef de l'État dit non, qu'il n'y a pas de mort, on n'a pas déclaré de mort. C'est que nous, à Crystal News, nous l'avons pris comme un défi à la presse nationale. Déjà, ce sont plutôt des journalistes des chaînes internationales qui étaient allés à Banté pour dire qu'il a eu de mort, pour prouver cela. Et le chef de l'État, bon, il dit qu'il n'a rien eu. Donc, c'était un défi lancé à tous. Nous, on a dit, nous, on a la possibilité, ne serait-ce que Banté, on peut s'y rendre, quoi, aller voir réellement ce qui s'est passé. Donc, quand nous avons été, nous, on avait dénombré 3 morts au moins, qu'on avait documenté. Les preuves étaient tellement imparables que ceux qui voulaient tirer quand même ont dit, bon, il fallait qu'on aille sous la tombe pour prouver que les photos qu'on a exhibées là, que sont vraiment les photos de ceux-là qui sont sous la tombe, ce qui sort de l'entendement, évidemment. Donc, c'est en cela que, suite à cela, et je préciserai à la vérité, de savoir que nous, on n'était même pas les premiers à travailler là-dessus. Je me rappelle que l'ODHP, l'Organisation de défense des droits de l'homme, de l'avocat Baparapé. Baparapé, voilà, Maître Baparapé, avait déjà organisé un travail sur le même sujet, n'est-ce pas? Et avait publié des éléments, un rapport à l'époque. Je préciserai également que, toujours dans le même contexte, les journalistes de RFI et de France 24, au cours de l'interview dont je parlais tantôt, ont opposé au chef de l'État que, eh bien, il a eu 2 morts à Saverne, 2 morts. Le chef de l'État a dit non, alors que dans le même temps, le maire de Saverne, qui reste toujours le maire aujourd'hui à ce jour, Denis Obachabi, avait dit, et moi je l'avais entendu sur Frisson reconnaître qu'il avait effectivement ces 2 morts-là qui étaient en cas il parlait, dont les corps se trouvaient, les dépouilles se trouvaient à la morgue de Saverne. Donc, face à cela, il avait un travail à faire et je crois que le rapport de l'ONG, le rapport est aujourd'hui rédigé par Marcel Zoumenou, vient, n'est-ce pas, donner d'éléments aux gens pour comprendre ce qui s'est passé, le nombre de morts exacts qu'il y a eu, n'est-ce pas, et tout ça là est révélé, non pas pour, comme certains le disent, le pensent,
eh bien, remuer le couteau dans la plaie, mais savoir réellement ce qui s'est passé. Quand on ne sait pas, on ne peut pas en guérir. On ne peut pas, n'est-ce pas, poser le diagnostic. Donc, c'est en cela que ce travail est à saluer. Et je salue également, n'est-ce pas, tous ceux qui ont pu contribuer à cela. Merci beaucoup, Vigile. Et puis, je laisse la parole à Vital pour continuer. Vigile, merci pour ton arrivée et surtout pour ta toute première intervention. On aura l'occasion de revenir vers toi, hein, pour d'autres éléments. Je voudrais me tourner vers Marcel Zoumenou qui a diligenté, enfin, qui a conduit, hein, sur le terrain et cette enquête. Vigile le disait tout à l'heure, on sait tous que en dehors des vidéos, des informations que nous avons sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc., il est difficile pour nos médias locaux au Bénin, n'est-ce pas, de relayer des informations sur des tueries, sur des assassinats, qu'ils soient politiques ou pas. Et Marcel, vous avez travaillé sur le terrain, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé à des endroits, vous êtes allé récolter des informations. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous, par exemple, vous avez rencontré dans le cadre de ce travail, de ce rapport qui a été fait? Et quelles sont les difficultés que les journalistes en général ont sur le terrain? On a connu le cas de votre confrère Vigile qui, lorsqu'il a relayé un cas de tuerie ou d'exécution judiciaire, a eu beaucoup de déboires avec la justice. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, dans le cadre de ce rapport sur lequel vous avez travaillé, M. Zoumenou? Merci beaucoup. Et je crois que la première difficulté dans notre pays aujourd'hui, c'est le contexte. Le contexte n'est plus rassurant pour des journalistes qui veulent faire de l'investigation. Et le cas de Vigile, que je connais très bien, beaucoup d'autres cas peuvent conforter cette thèse. Et donc, il fallait être très, très, très prudent, surtout que c'est un sujet un peu sensible. Donc, la première difficulté était celle-là, la sécurité du journaliste lui-même qui va sur le terrain. La deuxième difficulté, c'est ceux vers qui vous allez. Je dois rappeler que c'était pas facile que les gens acceptent de vous parler. Beaucoup n'y trouvaient plus l'intérêt parce que soit ils vous disent, ben, même si on documente, on fait un rapport, qu'est-ce que ça va changer? Ils ont déjà perdu leur mari, ils ont déjà perdu leur frère, ils ont déjà perdu leur ami. Et donc, c'était pas, ils ne trouvaient aucun intérêt pour eux de participer, de collaborer à la rédaction d'un tel rapport. Et enfin, il y a la psychose. La psychose parce que beaucoup ont refusé de collaborer d'une manière ou d'une autre parce que, entre-temps, il y a une information qui est passée et je l'ai apprise à Tchaourou, je l'ai aussi apprise à Kandi, que le gouvernement a demandé aux victimes de se rapprocher de lui, je ne sais pas comment il va dire, d'être proche du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui peut les aider et, dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, si il s'affichait du côté des gens qui étaient critiques ou bien des gens qui étaient de l'opposition, ça ne va rien arranger, qu'il fallait qu'il soit du côté du gouvernement pour que demain, si on doit les dédommager, par exemple, on le fera. Et donc, tout ça a rendu le contexte un peu compliqué pour le travail. Et enfin, c'est l'environnement. Aujourd'hui, dans notre pays et surtout dans les régions des collines, il y a ce qu'on appelle entre griffes beaucoup d'agents de renseignement qui sillonnent. Et quand ils voient des individus un peu bizarres de griffes, des individus qui viennent faire des travaux de recherche rapidement, ils vous signalent. Et moi, je l'ai vécu à Saverne au début de mon enquête. Je crois que je vais en parler. Et donc, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, moi et mon équipe. Mais quand vous êtes déterminé, quand vous avez la volonté, vous arrivez à surmonter ces difficultés.
Mm. Alors, Marcel, j'ai envie de vous demander, c'est vrai, et Vigile en a parlé tout à l'heure, la distinction au niveau de assassinat politique. Quel a été le profil de ces personnes qui ont été tuées ou assassinées? Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement? Et j'ai envie de vous demander aussi, puisque généralement, on sait que lorsque des citoyens tombent sous les balles, hein, des forces de l'ordre, par exemple, il y a une rétention qui est faite au niveau des cadavres, du corps de ces victimes. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a eu des morts dont les corps n'ont pas été encore cédés aux familles et dont le deuil n'a pas été encore fait? Merci Vital. Et le profil des personnes tuées, je crois que pour la plupart, c'est des paysans ou des ouvriers en général. Il y a très peu d'intellectuels. Pour la plupart, ils ont entre 20 et la quarantaine. Pour la plupart aussi, je dois dire que ils ont été tués, soit en rentrant chez eux à la maison, ou soit dans l'exercice de leur activité quotidienne. Et maintenant, si je dois faire un peu une comparaison, je vais dire que sur les 25 personnes qu'on a recensées, il y a deux femmes. Les deux femmes sont d'ailleurs les plus connues. C'est celle qui a été tuée à Cotonou et celle qui a été tuée à, à Bambay. Ouais. Et enfin, je dois préciser, ça c'est très important pour moi, que quand j'ai fait une catégorisation socio-professionnelle, j'ai constaté que sur les 25, il n'y a que 4 chasseurs. Et je dois aussi rappeler que dans ces régions-là, la plupart des gens qui sont chasseurs sont également des cultivateurs. Donc les 4 chasseurs qui ont été tués à, à Tchaourou sont également des cultivateurs. Donc, contrairement à la thèse officielle, au discours officiel, il y a très peu de chasseurs qui ont été tués. Et Si, la dernière question, c'était de savoir quoi déjà? Est-ce qu'il y a des parents qui n'ont toujours pas fait le deuil d'enterrer Oui, sur les leur 25, victime? il y a 5 corps qui ont été emportés il y a 5 corps qui ont été emportés par l'armée pour des destinations inconnues. Je dis destinations inconnues parce que beaucoup de personnes qu'on a rencontrées nous ont dit que ils ont fait des vérifications et que ces corps ne se retrouvaient pas dans les morgues des régions données. Normalement, ça devait être soit à Savalou ou à la morgue d'Aboumé ou des autres morgues qui existent dans la zone. Mais curieusement, ils n'ont pas retrouvé ces corps selon leur vérification dans ces morgues-là. Et où est-ce que l'armée les a emportés? Où est-ce que ces corps sont déposés? Et jusque-là, on n'a pas de preuves sur ça. Merci, Marcel, pour ces clarifications, Jules. Oui, en fait, je vais rester peut-être quelques secondes encore avec Marcel Zoumenou. Pour finir sur le contenu, en tout cas cet aspect-là, est-ce qu'on peut connaître le nombre exact de personnes tuées dans tous ces événements 2019, 2020, 2021? Merci, Monsieur Jossou. Et le recensement que nous, on a fait donne 25 personnes. 25 personnes à raison de 3 pour Cotonou, 10 pour Savé, 7 pour Tchaourou, 1 pour Wessé, 1 pour Kandi et 3 pour Manté. Et donc, ça fait 25. Je crois qu'au regard du travail qu'on a fait et de, de la qualité des recoupements, je crois qu'on a été très exhaustif et que ce chiffre, normalement, ne devrait pas être contesté. Parce on a recoupé de plusieurs manières et plusieurs sources reviennent sur les mêmes chiffres. Et donc, on peut dire qu'on a 25 personnes, mais malheureusement, des 25 personnes, il y a quelqu'un dont on n'a pas pu avoir
l'identité, c'est celui de Cotonou, une troisième personne tuée à Cotonou en dehors du Damon, Prudence Amoussou et de M. Assouma. Il y a une troisième personne dont on n'a pas pu avoir les identités, mais on a eu des confirmations, on a eu des documents, on a eu des sources qui ont confirmé qu'il y a eu 3 cas à Cotonou sur les 25 dans tout le pays. Alors, si vous Et permettez, ce rapport, Marcel, pour finir rapidement, ce rapport, oui, pour finir rapidement, on n'a pas fait cas des autres victimes, hein, des blessés, il y en a plusieurs, des gens à qui on a été obligé d'amputer les jambes, il y en a plusieurs, le rapport n'a pas fait cas de ça. Je dois aussi reconnaître que sur certains cas, il y avait déjà des travaux qui nous ont beaucoup aidés. Vigile a parlé tout à l'heure de l'ODHP, mais également la Commission Béninoise des droits de l'homme a documenté, je crois, quelques cas. Et il y a également le travail fait par les confrères Vigile Avancé et Jacques Bocco, surtout pour ce qui concerne le cas de Banté. Et donc, ces travaux étaient là, mais ces travaux n'étaient pas exhaustifs, c'était un peu parcellaire. Et le mien a essayé de réunir tout au plan national. Merci beaucoup. Je pense que Vigile voulait voulait ajouter compléter. quelque chose. oui, et celui de Cotonou, les 3 cas de Cotonou, on sait qu'il y a Dame Prudence Amoussou, on sait qu'il y avait aussi, disons, un militant politique, je crois que c'est lui, Assouma. Celui dont on ignore l'identité, alors c'est le Zem qui a pris de balles que tout le monde a vu, n'est-ce pas? Et qui a fini par mourir. C'est de lui qu'il s'agit sûrement, n'est-ce pas? Absolument vigile et je suis passé par tous les moyens pour avoir son identité et je n'ai pas pu avoir. Je suis même j'ai fait des recoupements à la morgue auprès des responsables de la morgue. Ça a été très difficile. Je crois que dans son cas, ce qui s'est passé, c'est peut-être qu'au moment où le gouvernement a autorisé d'enterrer les corps, parce que vous savez que ces 3 corps ont été gardés, il y a eu des procès expéditifs et après, au bout desquels on a demandé aux familles de venir chercher les corps pour les enterrer. Je crois que dans son cas, sûrement qu'on n'a pas pu retrouver des parents qui se sont présentés. Donc, je suppose hein, qu'il a été sûrement enterré dans l'anonymat. Merci beaucoup. Vous savez que nous sommes en direct et on a des retours au fur et à mesure qu'on évolue dans ce débat. Et puis, je viens de recevoir une information en tout cas, on nous demande de préciser que les 25 là sont les civils qui ont été tués. Et dans ce rapport, on ne parle pas en fait des militaires qui éventuellement, on ne saura même jamais combien de militaires sont, s'il y a eu des morts au sein des forces armées lors de ces différentes opérations. Donc, oui, je Oui, crois que... merci. Je confirme. OK. non, oui, bon, je vais peut-être laisser M. Zoumenou dire et je vais rebondir sur cette question-là, effectivement. Allez-y, M. Zoumenou. Merci, ambassadeur. Oui, notre enquête, c'était uniquement sur les civils qui ont été tués. Pour les militaires, c'était pas un challenge pour nous, c'était presque impossible pour nous de se hasarder sur ce terrain. Nous, notre travail concerne uniquement les civils sur lesquels l'armée a tiré. Et voilà, merci. Est-ce que des 25, Marcel Zoumenou, vous avez le nombre de tués pendant les législatives de 2019 et le nombre pour la présidentielle de 2021? Merci, Vigile. Sur les 25, il y a que 5 qui ont été tués en 2021. Et les 5 qui ont été tués en 2021, c'est les 3 de Banter sur lesquels tu as d'ailleurs fait un travail, toi et Jacques, et deux autres à Travers. Donc, c'est ça. Tout le reste, c'est 2019. C'est ça. Pour essayer de revenir un peu sur cette question de s'il n'y a pas eu d'enquête sur les militaires qui ont été tués et aussi revenir sur la question d'assassinat. En ce qui concerne le dernier élément sur les militaires qui ont été tués, moi je crois que c'est une diversion. Une diversion que le gouvernement
a voulu mettre dans la balance pour confondre. Et si vous vous rappelez que lors des interviews, le chef de la diplomatie béninoise a voulu pousser cet agenda-là pour dire qu'il y a eu des gens, que des militaires. Au fait, il est venu essentiellement pour défendre des militaires qui auraient été tués par des populations. Et dans le même contexte, pour pousser ce narratif, le chef de l'État, si vous vous rappelez, est passé à, comment dirais-je, dans les hôpitaux où ça a été déclaré que, bon, les militaires, mais c'est un faux problème. Un faux problème parce que les populations ne sont pas en charge, comment dirais-je, de la sécurité du pays. Les populations n'ont pas d'armes et on n'a pas donné l'ordre à la population de tuer qui que ce soit. Ceci, et il faut que ça soit clair, la responsabilité de cette tuerie est essentiellement sur le gouvernement, qui sont les donneurs d'ordre, et les, les exécutants, qui ont les armes, à qui officiellement on a remis des armes pour faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas l'élément inverse. Oui, c'est comme si vous allez dans une entreprise ou bien vous allez voler quelque part et qu'au cours de ce vol, on vous tue. Est-ce que vous voyez? Et ça s'appelle self-défense. Donc, pour moi, quand on veut parler de... Il n'y a pas d'enquête à faire sur le nombre de militaires qui ont été tués parce qu'il n'y a pas eu de militaires qui étaient chez eux et qu'on est allé assassiner. Pour revenir, pour faire la transition sur la notion d'assassinat, tel que moi je vois cela. Effectivement, un assassinat politique est perçu de manière générale qu'on a fait et on a targeté un acteur politique, généralement de haut rang, et on a pris tous les moyens pour le tuer. Mais dans ce contexte précis, quand on parle d'assassinat, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a eu une démarche qui n'est pas une démarche qui est venue de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il y a certains responsables qui se sont assis, qui ont évalué le contexte en ce moment-là et qui ont dit que si on laisse ça se faire, peut-être qu'on va rentrer dans une situation où le gouvernement va perdre son siège. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Oui, eh bien, il faut que tous ceux qui sont en train de créer cet élément-là, qu'on les élimine. Donc, l'idée d'assassinat, c'est d'empêcher que la situation ne perdure. Et pour empêcher que cette situation ne perdure, il faut qu'on élimine les auteurs de cette situation-là. Il s'avère maintenant que les auteurs de cette situation, c'est les populations. C'est les populations. Donc, on a targeté des populations. Donc, on a assassiné certaines personnes dans ces populations qui faisaient qui étaient perçus comme les éléments de trouble. Ceci dit, quand vous regardez, vous lisez le rapport, le contexte dans lequel les gens ont été tués, la plupart de ces gens, ils ont reçu des balles dans le dos. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'étaient pas plus ou moins dans un élément confrontationnel. Ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. Et dans ces conditions, si ce n'est pas une menace, et donc on ne peut pas dire que c'est les militaires qui étaient face à ces gens étaient en danger, et que malgré cela, on leur a tiré dans le dos, ça veut dire qu'ils fuyaient, ça veut dire qu'ils ont été targetés et quelqu'un a décidé d'en finir avec eux. Moi, de mon point de vue, il n'y a pas plus classique que ça comme assassinat. Maintenant, pourquoi politique? Politique parce que tout ça se passe dans un élément politique, de mon point de vue, dans un contexte hautement politique, qui sont les élections. Bon,
La seule chose qui peut-être peut prêter à confusion, c'est que ces gens sont des anonymes et qu'on n'est pas allé assassiner un chef politique ou bien, comment dirais-je, comme on a voulu le faire ici chez Trump. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut que la terminologie, de mon point de vue, c'est important. Et puis, ces crimes sont des crimes contre l'humanité. Il faut qu'on retienne ça tout le temps. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça. Et aussi par rapport aux difficultés. Et peut-être que Marcel a été vraiment modeste sur cette question-là. Et Vigile en sait quelque chose parce que lui aussi, pendant une autre enquête qui était des enquêtes, les tueries extrajudiciaires qu'il a eu à faire, comment dirais-je, à Porto-Novo, indépendamment de ce qui s'est fait ici, il a aussi été targeté dans le sens où il a fait la prison. Et il a toujours cette épée de Damoclès sur lui. Donc, pour ça, je voulais même le commander qu'il soit sur ce plateau-là. Est-ce que vous en plus, c'est qu'il est au pays et vraiment, je crois que ça, c'est des gens comme ça qu'il faut féliciter et il faut sûrement, comment dirais-je, féliciter vraiment. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que M. Zoumenou a dit et je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Maître Fatou a commencé à parler un peu des donneurs d'ordre dans ces affaires-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut situer dans une certaine mesure les responsabilités? Qui sont les principaux acteurs sur ce terrain-là? Et le deuxième volet de ma question à Maître Fatou, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu une enquête officielle au sein de l'appareil gouvernemental? Maître Fatou. Eh bien, la réponse est très simple. Les donneurs d'ordre ont été dénoncés par euh, leur préposé, hein, lorsque les ministres se sont exprimés sur la question et sur les actions. Ils ont clairement identifié le chef de l'État comme ayant donné l'ordre de tirer à balles réelles sur des compatriotes et des citoyens. Donc les responsabilités sont hautement politiques. Elles sont d'autant plus politiques que dans un état de droit, ce qui est censé être le Bénin, ce n'est pas aux militaires qui sont censés assurer la sécurité du territoire et la sécurité des Béninois contre d'éventuels agresseurs extérieurs, ce n'est pas aux militaires d'assurer l'ordre public. Lorsque viennent des situations comme celle qu'on a vécue en 2019 et 2021, c'est aux forces de sécurité intérieure, police, en tant que police républicaine, de faire ce travail. Donc, lorsqu'on dépêche sur le terrain de la sécurité domestique au contraire de la sécurité extérieure des hommes, donc des militaires qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas le logiciel du maintien de l'ordre public et qu'on leur demande de tirer, les militaires, ils s'exécutent. Et c'est ce qu'on a eu hein, lorsque le politique a donné l'ordre au militaire de tirer, le militaire a tiré. Lorsque le militaire tire, c'est sans distinction. Il tire dans le tas, il tire dans le dos et il assassine comme on lui a demandé de le faire. Pour le deuxième volet de notre question, à savoir est-ce qu'il y a eu des enquêtes ou est-ce qu'il y a eu même des questionnements, est-ce qu'il y a eu des procédures disciplinaires dans un pays sérieux, dans un état de droit, lorsqu'il y a un tir de balles réelles, il y a une enquête administrative interne qui permet à chaque porteur d'armes de justifier les circonstances, les modalités et la légalité de son tir. Là, en l'espèce, il n'y a rien eu de cela. Pire encore, il y a eu une loi d'amnistie générale, je crois, qui a été votée après leur tartufferie et leur simulacre de dialogue politique qui nous ont imposé et qui ont laissé croire qu'il s'agissait d'un véritable dialogue national. Cette loi d'amnistie est venue non seulement absoudre ces tirs, mais effacer l'existence même de ces crimes. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y en aura pas, et pire encore, on a privé les victimes, leurs ayants droit et les Béninois de la possibilité de voir ces criminels et leurs donneurs d'ordre être jugés un jour. Voilà la situation dans laquelle est le Bénin depuis ces faits-là. Donc, non, il n'y a pas eu d'enquête, et on sait aujourd'hui que ceux-là ne feront pas d'enquête,
puisque les crimes ont été tous amnistiés. Et je me rappelle encore les explications du président de la République disant que cette amnistie concernait également les tireurs comme les fauteurs de troubles, comme si les fauteurs de troubles avaient demandé à être amnistiés de quoi que ce soit. Et je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait eu des fauteurs de troubles. Avant de laisser la parole à Vital, sur cette question, Vigile, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des actions qui ont été menées au sein du gouvernement pour apporter la lumière sur ces tueries au Bénin? Non, je pense qu'au contraire, il a eu une envie de faire un blackout carrément sur le sujet, sur la question. Je vous ai dit la réponse du chef de l'État lorsque la presse internationale l'a interpellé là-dessus. Et quand vous avez vu la manière euh, dont on a, n'est-ce pas, voté la loi d'amnistie sans rien savoir, vous vous étonnez de comment on peut réduire la vie à cela. Déjà, rappelez-vous, euh, au lendemain, n'est-ce pas, de ces violences acadiennes, je suis là dans les élections législatives de 2019, le premier bilan qui a été fait par le gouvernement n'est pas le bilan humain. Le bilan humain n'a jamais été fait. Et c'est ça le contraste. Le bilan qui a été fait, c'est le bilan matériel. Le nombre, n'est-ce pas, de, de bâtiments brûlés, le nombre de stations brûlées, le nombre de casses. Et on a chiffré en millions, en milliards, n'est-ce pas, le bilan, les dégâts. Et pour nous qui sommes, n'est-ce pas, à cheval sur ces genres de questions, on s'est dit, mais le premier bilan aurait dû être le bilan humain. Mais on n'en a rien entendu. Et ça a choqué tout le monde. Mais bon, vous avez parlé tantôt, Marcel a parlé de la psychose et il a raison. Donc, cette psychose a fait que, bon, comme on dit au Bénin, on a pris ça comme ça. Et la vie est continue. Et la preuve, c'est que ça a été répété en 2021, n'est-ce pas? Et en dehors donc de la scène politique, il a donc de ces tueries. On a l'impression qu'il y a comme une banalisation de la vie. Hein. Et le pire, c'est que il n'y a souvent pas d'enquête, il n'y a pas, comment dire, de, de volonté à l'âge dit. En tout cas, il n'y a pas ce élan de clarification. Je vais vous donner un exemple. Là, pour chaud, comme on dit ici, eh bien, on a parlé de 3 corps, 3 dépouilles découvertes à Diong, cette semaine même, hein, cette semaine. La semaine dernière, c'était à Diawere, 3 également, ainsi. Eh bien, et comment dire, les similitudes, c'est que ces personnes ont été tuées, ont reçu des balles, il y a des impacts de balles, n'est-ce pas, sur ces corps-là. Et je n'ai pas vu, comme on aurait vu ailleurs, euh, 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 cette émotion, ça aurait déclenché, n'est-ce pas, une envie généralisée de savoir ce qui s'est passé. Mais là, vous voyez, il n'a rien. À part quelques journaux, et là, je les félicite, ces confrères qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de passer ça dans leur colonne, de dire ça sur leur site. Et d'ailleurs, ce sont pour la plupart des médias en ligne. Hein. Donc, ce dont on parle, ce n'est rien du tout de caché. Tapez dans Google, vous allez voir, n'est-ce pas, mort à Young, 3 morts à Young, ça va vous ramener ça. Tapez dans Google, mort à Diawere, ça va vous ramener ça. Et donc, ça n'interpelle personne. Et je crois qu'une société, n'est-ce pas, ne, ne peut durablement, n'est-ce pas, se bâtir ainsi. En fait, 13 milliards de Béninois, je vais exagérer, mais c'est 13 milliards de survivants, de victimes potentielles. Voyez-vous? Donc, c'est au nom de cela que moi, je m'implique dans ces genres de sujets pour dire non, ça ne peut pas se passer ainsi. Ce n'est pas normal et c'est d'abord du ressort des médias, n'est-ce pas, de pouvoir en parler. C'est pourquoi je remercie encore ces confrères qui, malgré mon aventure, n'est-ce pas, ont pu porter de pareils, ne serait-ce que relayer. Et je rectifie en disant, moi, je n'ai pas fait la prison, j'ai fait la garde à vue. J'ai fait 48 heures de garde à vue, j'ai été libéré, enfin, condamné, comment vous dites, Maître Fatou, avec À sursis, 12 n'est-ce mois pas? d'emprisonnement avec sursis. Voilà, avec emprisonnement, avec sursis. 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour des faits dont la réalité a été d'ailleurs reconnue par le rapport annuel de la Commission béninoise des droits de l'homme lorsqu'elle a publié plus tard ce rapport sur les exactions extrajudiciaires.
Absolument. Et puisqu'on parle, on dit, je parlais de l'envie d'élucider les choses. Moi, par exemple, cette enquête, je l'avais menée, n'est-ce pas, dans le but simplement d'attirer l'attention des autorités parce que, bon, elles ne sont pas toujours, on les accuse, mais elles ne sont toujours pas au courant de tout, hein. Donc, de bonne foi, je me suis dit, informons-les pour que, n'est-ce pas, on puisse savoir, si peut-être elles sont pas au courant de ce que, eh bien, ces genres de pratiques sont opérés par ce corps-là, eh bien, qu'elles prennent leurs responsabilités, n'est-ce pas? Mais au procès, figurez-vous que la police ne sait, même les juges n'ont jamais eu, n'est-ce pas, l'envie de savoir, de mon point de vue, parce que la police n'a jamais été convoquée, par exemple. Il n'a jamais eu confrontation. Alors que le gardien qui dit avoir vécu les choses, le témoin principal, dit avoir discuté avec ces policiers-là. Et la police a fait une sortie pour dire oui, nous on a tué, mais ce n'est pas les circonstances décrites là par le journaliste. D'accord, mais au moins il fallait le confronter, il fallait confronter ces policiers qui ont été à l'opération, n'est-ce pas, avec le témoin principal qui dit avoir discuté avec eux, qui dit que bon, ils ont fait ceci, ils ont ramené tel nombre de personnes. Je crois que c'est un minimum, vous me direz peut-être le contraire. C'est un minimum, même si je reconnais que c'est sensible, que cela ne pouvait pas se faire publiquement, n'est-ce pas, dans une audience publique. Ça aurait pu se faire dans le bureau du juge ou je sais comment. Donc, il a eu vous notez qu'il a, on veut rien savoir. Il n'a pas l'envie de clarifier ce qui pourrait pousser le jugement, n'est-ce pas, à penser à autre chose, quoi. Voilà. Virgile Avancé, quel est votre état d'âme aujourd'hui après votre garde à vue, après votre condamnation? Est-ce que votre détermination a pris un coup? Est-ce que vous vous sentez toujours à mesure ou à même de pouvoir faire la même enquête telle que vous l'avez faite qui vous a conduit dans cette situation? Je ne peux pas dire que ma détermination a pris un coup. La preuve, c'est que je suis dans ce panel, je parle avec vous. Mais euh, ce qui m'a le plus choqué, c'est, je vais dire, les autres. Quand je dis les autres, on a fait l'enquête, par exemple, à Doha. Le chef quartier était concerné, par exemple. Ce sont les populations, les enfants de Doha, n'est-ce pas, qui fréquentent cette école-là, qui, comme les populations ont dit, marchent dans le sang humain. Alors, on n'a pas vu, même pas un comité, n'est-ce pas, du quartier de Doha, les jours de procès, on nous a vraiment tourné en rond tout le temps, report. On n'a pas vu même un petit comité du quartier de Doha, par exemple, venir soutenir leur chef quartier. Pour une cause comme ça, dans un pays normal, les gens se mettent ensemble, non pas pour le journaliste, non pas pour les concernés, mais pour que cela n'arrive plus aux autres, pour qu'eux ne restent pas juste des survivants à qui cela puisse arriver. Donc, face à cela, un journaliste comme moi prend conscience du contexte. Alors, je ne suis pas, comment on dit, un suicidaire, parce que le contexte béninois est férocement suicidaire. Nous sommes des compris, des profils comme nous sommes des incompris. Et vous vous dites, bon, est-ce que ces gens-là sont tout à fait animés de bonne foi comme vous les soupçonnez? S'ils ne sont pas animés de bonne foi, ça veut dire que d'emblée, vous êtes une cible pour eux parce que si vous poussez trop, et dans ces enquêtes, il a à boire et à manger, il a plein de choses qu'on pourrait faire pour, n'est-ce pas, documenter ce qui se fait parce que je ne peux pas vous dire que, bon, tout s'est arrêté. Mais moi, je préfère garder mes réserves pour l'instant et laisser les populations elles-mêmes constater parce que vous dites, mais les Béninois, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Je ferai un parallèle avec... moi j'ai une sensibilité quand on parle de la vie, parce que la vie résume tout. Le terrorisme, par exemple. Vous avez vu, on a interdit à la presse d'en parler sans, si ce n'est, n'est-ce pas, les référents officiels qu'on nous met à disposition. Mais ce sont des Béninois qui meurent. Ce sont des Béninois. Mais les Béninois ne disent rien. Les organisations, parce que les Béninois lambda ne vous diront rien, mais les entités, les, les corps constitués, ils ne disent rien. Mais c'est parmi eux que les gens tombent un à un. Et sûrement qu'on n'est pas encore arrivé à la super personne qui tomberait pour que on puisse prendre conscience que ça puisse créer
quelque chose, un sentiment généralisé de prise de conscience. Donc, face à ça, vous voyez, nous, on est là. Moi, je suis au Bénin, je suis dans ce contexte. Donc, vous faites votre travail, vous continuez à faire votre travail, mais vous prenez conscience que le terrain, le contexte, il est celui-là et vous essayez de faire avec, car vous connaissez le résultat immédiatement quand vous poussez le bouton un peu trop loin. Mais dans ça, excusez-moi, je vais finir avec, dans ça, par exemple, moi, j'appellerais les ONG, je mettrais l'accent encore une fois sur le rôle que devraient pouvoir jouer des organisations des droits humains dans ce domaine-là. On peut, sans rien dire, comme l'ONG américaine l'a fait avec Marcel, continuer à documenter. On n'est même pas obligé, n'est-ce pas, de commencer, de débruiter ou de rendre public, continuer à documenter ces genres de décès, n'est-ce pas, nos circonstances de tuerie, le lieu, pouvoir prendre les témoignages des familles, continuer un travail comme ça, ce n'est rien de compliqué. Et attendre, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas que ça continue, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que ça veut dire que le Bénin s'arrête à la personne de Virgile? Non. Donc, je pense qu'il a quelque chose à faire et le moment venu, tôt ou tard, n'est-ce pas, ça devait pouvoir servir. Mais ça, c'est encore une fois du ressort de la société civile, du moins, moi, je pense. Merci, Vigile. Je vais toujours rebondir et te poser la question. Ensuite, je demanderai à Omar Aruna et puis à Maître Fatih Ousmane de rebondir sur la même question. Et je vais la poser par deux fois. Il semble qu'aujourd'hui, le palliatif du pouvoir en place contre, n'est-ce pas, les manifestations, les protestations, c'est la tuerie, apparemment. En tout cas, en période électorale, c'est la tuerie. Parce que ça s'est passé en 2019 et je me souviens, en pleine campagne pour la présidentielle de 2021, le chef de l'État a dit, en langue fond, je veux le citer, et son enfant Midea. Et évidemment, il y a eu les tueries de 2021 dans cette foulée-là. Est-ce que l'usage automatique de l'arme létale est devenu une menace sur les populations aujourd'hui au Bénin, Vigile? Pourquoi il y a une banalisation de l'usage des armes, on va dire. Je ne peux pas dire que c'est une solution trouvée systématique qui va être appliquée ou qui est appliquée. Cela dit, on sème, puisque 2019 est passé, et comme je le disais tantôt, il n'a pas eu cette dénonciation généralisée dans des sociétés normales, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu cette prise de conscience où on a dit stop, ça s'est passé, ça ne doit plus jamais se passer. Ça a été répété en 2021. Et quand vous regardez aujourd'hui le code électoral avec tout ce que cela porte comme incertitude, n'est-ce pas? Vous dites, c'est encore notre jardin, n'est-ce pas? Pour d'éventuels spectacles du genre. Mais moi, je ne dirais pas qu'il y a une volonté, une option, n'est-ce pas, de tuer systématiquement quand, et ça ne passera pas quand la décision ou la volonté d'un camp politique ne passerait pas. Aucune volonté ne peut être rien face à une prise de conscience généralisée, à un non-stop que les gens puissent dire, sans manifester, sans violence. Voyez-vous, je dis par rapport à ces exécutions dont j'ai été, enfin, par l'objet, pour lesquelles j'ai été traîné devant la justice, nous, en le faisant, j'avais donné la possibilité aux Béninois, n'est-ce pas, de dire stop, n'est-ce pas, de faire ce qui doit être pour que, eh bien, les juges et par-dessus les juges, le politique puisse comprendre que ça ne peut pas être un mode de règlement dans une société. Mais le PD est ce qu'il est. Il n'a rien, on n'a pas saisi la main tendue. Donc, tant qu'il n'aura pas cette prise de conscience-là, et cela ne veut pas dire non plus que, parce que quand on le dit, d'aucuns disent non, c'est une incitation à la rébellion,
incitation, ceci. Non, c'est ceux qui participent au mal, c'est ceux qui participent, n'est-ce pas, au fléau que nous dénonçons. Non. Mais les Béninois doivent apprendre à s'indigner, à protester. Les Béninois doivent apprendre, n'est-ce pas, à dire non à certaines choses. Dire non, ça ne veut pas dire prendre les armes. Dire non, c'est déjà même avoir le courage d'en parler. Marcel a dit, il a dit, effectivement, ce sont exactement les mêmes difficultés que nous avons rencontrées. Des gens qui sont concernés et qui ne veulent pas parler. Donc, il faut user d'autres talents. C'est vrai que ce n'est pas des talents loin de journalistes. De leur dire non, si vous n'en parlez pas, votre parent, il est mort, c'est fini, mais il va être tué une seconde fois. C'est comme s'il n'avait jamais été tué, si votre cas n'avait jamais existé. Et c'est avec beaucoup de diplomatie, n'est-ce pas, qu'on les amène à finir par parler. Voilà, donc on ne peut pas se terrer dans la peur et penser pouvoir en guérir. Non, tôt ou tard, ben, vous allez trépasser de l'AVC ou d'autres choses. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Moi, je dis, les dirigeants, oui, si vous permettez, je dis, les dirigeants, ils ne surfent que sur, n'est-ce pas, ce qu'on leur offre comme global, ce qu'on leur offre comme possibilité. Il faut pouvoir dire non, ça ne peut pas se passer ainsi et ça ne se passera pas. Et partout, c'est comme ça, n'est-ce pas? Sauf au Bénin. Et quand ça ne se fait pas, que nous sommes là à dire ce que nous disons, leur silence, n'est-ce pas, nous expose davantage. Leur indifférence nous expose parce qu'on se dit, bon, c'est comme si c'est nous qui les amenons un peu. Et quand vous êtes rare à dire ces genres de choses, vous êtes une cible facile, quoi. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi, bon, depuis ces événements, nous, on a mis, disons, on fait plus de ces genres d'enquêtes à Christian News pour l'instant, parce que le contexte n'est pas vraiment favorable. Moi, les dirigeants ne me disent rien. Partout au monde, le journalisme a toujours été, n'est-ce pas, ce champ très difficile-là. Vous savez combien de journalistes meurent, vont en prison, tout le reste. Mais les populations, les bénéficiaires, ceux dont on veut préserver la vie. Quand il dit les populations, je distingue de citoyens anonymes. Mais il a des organisations des droits humains, il a ceci, il a cela, mais rien. Il a des associations de développement, mais c'est avec les vivants qu'on fait des fêtes, c'est avec ceci. Donc, les Béninois sont plutôt prêts à, le 15 août, aller à Savalou, faire danser autour de Liam Pilé, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Wemekwe, ceci, cela. Bon, on a tué encore 2 A et Ouattov, donc il va profiler, la vie continue, en attendant de mourir soi-même. Vous dites, mais quelle est cette population-là? Voilà le Bénin auquel on est confronté. Et quand vous êtes journaliste dans un contexte comme ça, à moins d'être un suicidaire, vous prenez conscience et vous observez, vous faites ce que je suis en train de dire, mais surtout, je reviens encore aux sociétés, à la société civile, il faudrait, n'est-ce pas, non pas vous exposer, mais prendre cela, n'est-ce pas, comme un terrain, n'est-ce pas, pouvoir commencer par suivre ces actualités. Les familles sont là, hein. On dit que les gens n'aiment pas parler, mais s'ils savent, si on les convainc que, bon, c'est pour tout être documenté, l'anonymat est ceci, garantit tout le reste, les gens vont parler. Il faut documenter ces choses. Pour moi, c'est important, c'est nécessaire. Et c'est en cela que je salue encore une fois ce travail de Marcel Zoumenou. Les gens ont beau contester, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent après, mais ça va être un début de quelque chose parce que les noms sont là, les photos sont là, les familles sont là, tout le reste, si on n'est pas d'accord, au moins il a des adresses. Si les gens veulent approfondir, veulent améliorer ou même contester, ils peuvent aller sur le terrain. C'est encore une fois, eh bien, je dis, monsieur Chapeau. Avant de revenir à vous, monsieur Omar Aruna, je m'intéresse beaucoup aux 2 journalistes qui sont sur le plateau parce qu'ils sont des journalistes d'investigation et ils sont sur le terrain et ils observent de près les situations. Marcel Zoumenou, peut-être Vigile va rebondir sur